Il y a une chose que on ne vous dit pas sur les caves. On vous parle du vin qui y repose, de la fraîcheur bienveillante des pierres, de odeur douce de la terre humide. On ne vous dit pas que quand une porte se ferme de extérieure et que la lumière disparaît sous le battant, le silence qui suit a un goût de métal froid et de incompréhension. Et que ce silence-là, je le connais maintenant mieux que ma propre voix. Je appelle Claudette Renaudin. J ai 78 ans. Et la dernière personne qui a fermé cette porte était ma fille. Sur la table de pierre devant moi, il y avait une chemise en carton beige, épaisse, pleine de feuillets que je n'avais pas signés. Solène, elle, avait posé là, avec la même précision qu'elle mettait à tout faire. Les mains blanches et nettes, les ongles soignés, un stylo noir à côté du dossier comme on prépare un couvert pour le dîner. Un stylo noir et des documents qui portaient mon nom partout, sauf là où il aurait dû compter. C'est-à-dire dans la décision de signer. La maison du 9 rue de la Croix-Blanche est à moi depuis 42 ans. Lucien et moi, l'avions acheté 1 mois avant notre mariage, à une époque où Albi sentait encore la brique chaude et la poussière de la cathédrale Sainte-Cécile, et où on pouvait traverser la place du Vigan en prenant son temps sans que personne vous bouscule. Les fenêtres du premier étage sont d'un bleu pâle que nous avions choisi ensemble. Un bleu qui ressemble au ciel de juin quand le Mistral est tu. Et la cave, au bout de l'escalier en bois, était endroit de Lucien. Il y rangeait ses bouteilles, comme d'autres rangent des lettres d'amour. Quand ma fille a fermé cette porte, j'y ai regardé ces bouteilles dans l'obscurité. Je les ai entendues plus que vues. Et je me suis dit que Lucien aurait su quoi faire. Lui savait toujours. Je dois arrêter une seconde avant de vous raconter la suite. Mes mains tremblent un peu, rien qu'à y repenser. Mais je veux d'abord savoir qui vous êtes, vous qui aimez écouter. Où venez-vous ce soir? Quelle ville? Quelle région? Mettez-le dans les commentaires, parce que je lis chacun entre eux, je vous le promets. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce le soir? Est-ce le milieu de la nuit? Parce que peut-être, comme moi cette nuit-là dans cette cave, vous avez du mal à dormir. Appuyez sur ce bouton JM si quelque chose de ce que je dis résonne en vous. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite, parce qu'il y a une histoire ici chaque jour. Et celle de demain, elle aussi parlera de quelqu'un qui a refusé de disparaître. Alors, laissez-moi vous raconter qui j'y étais avant que tout cela arrive. Je suis né en 1946 à Cordes-sur-Ciel, un village perché sur une butte qui domine la plaine tarnaise comme un vieux gardien fatigué. Ma mère appelait Marguerite, mon père Édouard. Des gens simples, avec des mains calleuses et une foi tranquille, le genre de foi qui ne s'exhibe pas le dimanche, mais qui tient les gens debout les autres jours. Nous n'étions pas riches, nous n'étions pas pauvres non plus. Nous étions ce que ma mère appelait suffisant, c'est-à-dire que le soir il y avait de la soupe, le matin du pain, et que personne ne manquait de rien d'essentiel. J'y ai grandi dans une maison où on ne se plaignait pas beaucoup. Ce N était pas de la dureté, était de la pudeur. On gardait les peines pour soi, et on les cousait quelque part à l'intérieur, comme un ourlet qu'on fait à la main, invisible mais solide. J'y ai appris à faire ça très jeune. Trop jeune, peut-être. À 19 ans, j'y ai rencontré Lucien Renaudin à une fête de village à Castelnau de Montmiral. Il dansait mal et le savait, ce qui m'a plu tout de suite. Les hommes qui reconnaissent leur maladresse ont quelque chose d'honnête que les autres n'ont pas. Il était tailleur de pierre, le fils un maçon de Carmaux, avec des épaules larges et un rire que on entendait de l'autre côté de la salle. Nous avons dansé quand même, lui maladroitement et moi, en essayant de ne pas montrer que je trouvais ça touchant. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. La maison de la rue de la Croix-Blanche, nous l'avons visitée par un matin d'octobre. Il faisait ce froid propre et sec qui précède l'hiver dans le Tarn. Les fenêtres étaient grises à l'époque, sans couleur aucune. C'est moi qui avais dit « ce bleu-là, ce serait joli ». Et Lucien avait sorti son carnet et noté la référence de la peinture avant même que nous ayons signé quoi que ce soit. Voilà l'homme que j'y ai perdu il y a 6 ans. Voilà la maison qu'il m'a laissée. Et voilà la fille qui a décidé que cette maison lui appartenait déjà, Solène.
Je ne sais pas exactement à quel moment elle a commencé à voir les choses ainsi. Peut-être qu'il n'y a pas eu de moment précis, peut-être que C est quelque chose qui S est installé graduellement, comme l'humidité S installe dans les vieux murs, D, abord imperceptible, puis impossible à ignorer. Ce que je sais, c'est qu'après la mort de Lucien, quelque chose a changé dans sa façon de regarder cette maison. Elle ne disait plus chez toi ou chez maman. Elle disait le patrimoine. Elle disait héritage familial. Elle disait les biens de la famille Renaudin, comme si Lucien et moi n'étions que les administrateurs temporaires de quelque chose qui lui avait toujours appartenu. Solène a 44 ans. Elle est belle d'une beauté sévère, les traits précis, les vêtements toujours bien coupés. Elle parle doucement, ce qui donne l'impression que ce qu'elle dit est mesuré, réfléchi, raisonnable. Des gens lui font confiance pour ça. Ce ton bas, cette assurance tranquille. Je lui ai moi-même fait confiance pendant des décennies. Elle est ma fille. On fait confiance à ses enfants comme on fait confiance à ses propres mains. C'est, et peut-être pour ça que ça fait si mal quand les mains vous trahissent. Les premiers signes, je les avais mis de côté. Elle avait commencé à parler d'un notaire, maître Olivier Sarrat, dont le cabinet se trouvait sur le boulevard Général de Gaulle à Albi. Un homme sérieux, disait-elle, qui avait bien géré les affaires de la famille pendant des années. Il fallait, selon Solène, régulariser certaines choses, éviter des complications fiscales futures, protéger la succession. Des mots raisonnables. Des mots qui auraient été raisonnables dans la bouche de quelqu'un qui n'avait pas cette lueur-là dans les yeux quand elle regardait le salon. J avait dit non une première fois en septembre, et puis encore en octobre. Je n'étais pas hostile au principe de l'organisation, j'y étais hostile à la précipitation, à cette urgence que je ne comprenais pas. Lucien N n'était mort que depuis 4 ans à l'époque. Les questions d'héritage pouvaient attendre. Ma santé était bonne, ma tête fonctionnait. Je n'avais pas besoin qu'on gère quoi que ce soit à ma place. Solène avait hoché la tête. « Bien sûr, maman. Comme tu veux. » Et puis elle était revenue en novembre avec de nouveaux documents en disant que C était différent cette fois, que C était urgent, que le régime fiscal avait changé et que chaque mois de retard nous coûtait de l'argent. Chaque mois de retard nous coûtait de l'argent. J entend encore cette phrase. Ce matin de septembre de l'année suivante, elle était arrivée tôt. LM avait apporté des croissants du Moulin d'Albi, la boulangerie de la rue Sainte-Claire dont je suis cliente depuis 30 ans. Elle avait fait du café. Nous avions parlé du jardin, de sa voiture qui avait besoin d'une révision, de rien d'important. Puis elle avait dit que des garrafas, c'est le mot portugais, des bouteilles de Lucien dans la cave méritaient peut-être d'être inventoriées, que certaines avaient probablement une valeur et qu'il serait dommage de les abîmer par ignorance. LM avait proposé de descendre ensemble choisir quelques bouteilles pour un dîner à venir. Je n'avais aucune raison de refuser. C était ma cave, ma maison, ma fille. Je suis descendue, et elle a fermé la porte. Il n'y a pas eu de violence dans ce geste. Pas de claquement, pas de cri. Juste le bruit du loquet et le silence qui suit, ce silence particulier des espaces fermés qui absorbent les sons comme de l'eau dans une éponge. Et sa voix, de l'autre côté de la porte, calme comme toujours, presque douce. « Maman, ne m'oblige pas à être plus dur que je suis déjà en train d'être. » J avait 78 ans. J était dans ma propre cave. Et ma fille me parlait comme à une enfant difficile. Je ne vous dirai pas que J ait eu peur dans les premières minutes. Ce serait mentir. Ce que J ait eu, c'est quelque chose d'autre. Une incrédulité froide et étrange, comme si une partie de mon cerveau refusait d'enregistrer ce qui venait de se passer. J'y ai regardé la porte, j'y ai regardé la table, j'y ai regardé la chemise beige avec ses documents et son stylo noir, et j'y ai pensé à Lucien. J'y ai pensé à la façon dont il rangeait ses bouteilles, avec cette minutie attendrissante, chaque étiquette tournée vers l'avant, chaque rangée organisée par millésime et par région. Il avait dit un jour que le vin N est pas fait pour être gardé pour toujours. Il est fait pour être bu au bon moment. Que garder quelque chose trop longtemps par peur de mal choisir le moment, c'est et finir par ne jamais en profiter du tout. Je n'ai pas signé. Les heures ont passé.
Solène est descendue une première fois avec une assiette, du pain, du fromage, une carafe d'eau. Elle a posé tout ça sur la table à côté des documents. Elle a dit que nous pouvions en parler, que rien n'était fermé, que je n'en avais qu'à comprendre que c'est était pour mon bien. Elle avait ce visage qu'elle a quand elle est sûre d'avoir raison, ce visage un peu fermé et légèrement blessé, comme si c'est était moi qui lui compliquais la vie et non elle inverse. Je lui ai demandé d'ouvrir la porte. Elle a regardé les documents. Je lui ai dit que je n'écrirais pas mon nom sur ces papiers. Elle a repris le plateau et elle est remontée. Les jours ont commencé à ressembler les uns aux autres, avec cette monotonie particulière que seul l'enfermement crée. La cave du Neuf. Rue de la Croix-Blanche est une pièce D, environ 15 mètres carrés. Mur de pierre, sol en terre battue recouvert d'un vieux carrelage rouge qui date des années 50, une ampoule au plafond qui diffuse une lumière jaunâtre. Les rangées de bouteilles de Lucien longent 2 murs. Il y a une petite table, 2 chaises, et dans le coin, une vieille malle que nous utilisions pour les décorations de Noël. Au bout de 2 jours, J ai commencé à compter les bouteilles pour occuper l'esprit. Il y en avait 47, des gaillacs pour la plupart, quelques Cahors, 2 Bordeaux dont une bouteille D, un Pauillac de 1962 que Lucien avait reçu en cadeau et qu'il n'avait jamais ouverte en disant qu'il attendait l'occasion parfaite. Je me suis demandé ce que Lucien aurait pensé de l'occasion qui se présentait. Pendant que J était en bas, Solène vivait ma vie au-dessus. Elle avait dit aux voisins que J était parti me reposer à Rocamadour, chez une amie. Elle avait envoyé un message sur mon téléphone que je n'avais pas eu le temps de prendre avec moi quand je descendais, disant que J avait besoin de calme et que je rappellerais plus tard. Elle avait répondu à des appels à ma place. S était promenée dans mon salon. S était assise dans mon fauteuil, avait reçu des visites dans ma maison. Le plus troublant n'était pas l'enfermement. Le plus troublant était d'imaginer cette normalité au-dessus de ma tête. Les bruits de pas sur le plancher, la télévision le soir, le bruit de la bouilloire dans ma cuisine. Ma vie continuant sans moi, comme une pièce de théâtre dont on aurait changé l'actrice principale sans prévenir le public. Je dois vous dire quelque chose sur ma fille avant de continuer. Pas pour excuser, pas pour adoucir ce qui est passé, mais parce que les histoires vraies sont rarement simples, et que quelqu'un qui vous écoute mérite la complexité entière, pas seulement la surface. Solène a grandi dans cette maison. Elle a couru dans ce couloir, elle a dormi sous ce toit, elle a mangé à cette table pendant 22 ans avant de partir vivre sa propre vie à Toulouse. Elle a été une enfant curieuse, parfois difficile, souvent solitaire. Elle lisait beaucoup. Elle organisait tout, ses jouets, ses cahiers, sa chambre, avec une précision qui me faisait sourire et parfois m'inquiétait un peu. Lucien disait qu'elle avait le cerveau D, un ingénieur dans le corps D, une jeune fille, et il le disait avec une admiration sincère. Elle a été proche de son père. Très proche. D, une façon différente de la proximité qu'elle avait avec moi. Avec moi, elle discutait, elle se plaignait, elle riait, elle se disputait, elle revenait, elle repartait. Les relations entre mères et filles ressemblent souvent à la marée. Elles montent et descendent, mais le lien reste. Avec Lucien, C était autre chose. C était une tendresse silencieuse, une complicité de regard, un accord profond que je regardais de l'extérieur avec un bonheur sincère, parce qu'on aime voir ses enfants aimer leur père. Quand Lucien est mort, Solène n'a pas pleuré devant moi. Elle a organisé les obsèques avec une efficacité remarquable. Elle a accueilli les gens, serré des mains, remercié les voisins, géré tout ce que la mort génère comme paperasse et comme logistique. Et elle l'a fait si bien que des gens ont dit « Vous avez de la chance d'avoir une fille aussi solide ». Elle avait cru à l'époque. Je pensais que était sa façon de faire son deuil, dans l'action plutôt que dans les larmes. Ce est que bien plus tard que J ai compris qu'elle avait peut-être pas fait son deuil du tout. Elle avait transformé la perte de son père en quelque chose d'autre, en une revendication, en un droit qu'elle était attribué sur ce qu'il avait laissé. Comme si posséder sa maison, contrôler son héritage, était une façon de ne pas le laisser partir vraiment. Je ne dis pas ça pour la comprendre dans le sens de lui donner raison.
Je dis ça parce que c'est la vérité de ce que je crois aujourd'hui, après des mois à y réfléchir. Avant de continuer, je veux arrêter sur quelque chose, parce que je sens que ce que je vous raconte touche peut-être une corde chez certains d'entre vous. Peut-être que vous avez dans votre famille quelqu'un dont amour a changé de nature au fil du temps, quelqu'un dont vous ne reconnaissez plus les gestes. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis sûrement pas la seule. Et si quelqu'un des autres écoute ça la nuit quand tout le monde dort, sachez que votre instinct mérite d'être écouté. Pas rejeté, pas calmé, écoutez. Laissez un JM si cette histoire vous touche. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite. Et dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux savoir que je ne parle pas dans le vide. Maintenant, laissez-moi vous parler de Maître Olivier Sarrat, parce que C est une pièce importante de ce puzzle. Maître Sarrat avait 61 ans à l'époque. Un homme de la vieille école, cheveux gris, costume sombre, une façon de parler qui donnait à chaque phrase le poids d'une décision définitive. Son cabinet se trouvait dans un immeuble ancien du boulevard Général de Gaulle, avec une plaque en laiton sur la porte et une secrétaire qui répondait au téléphone avec une politesse qui, admettait pas la négociation. Joël avait rencontré 2 fois au cours des années précédentes, pour des questions ordinaires liées à notre maison, une révision de testament, une question de servitude avec un voisin. Il avait semblé rigoureux et honnête. Avait aucune raison de douter de lui. Ce que J ai compris plus tard, c'est que Maître Sarrat agissait en toute bonne foi. Solène lui avait dit que J était d'accord pour procéder, que J était en voyage et que je lui avais donné procuration verbale en attendant de signer à mon retour. Elle lui avait fourni des documents partiels, des brouillons avec ma signature recopiée, et elle lui avait parlé avec ce ton de fille raisonnable et soucieuse du bien de sa mère qui lui avait toujours réussi. Maître Sarrat était pas complice. Il était trompé. Ce est pas la même chose, même si le résultat, pour moi, dans cette cave, aurait pu être identique. Les documents que Solène voulait me faire signer touchaient à 3 choses. D à bord, la gestion administrative de la Maison du Neuf, rue de la Croix-Blanche, avec un mandat me dessaisissant des décisions courantes en ma faveur. Ensuite, les économies que Lucien et moi avions constituées au fil des années, pas une fortune, mais suffisamment pour une vieillesse tranquille. Enfin, une petite propriété rurale à Tonac, un hameau à 20 km d'Albi, que Lucien avait hérité de sa propre mère et qui consistait en une ferme ancienne et 2 hectares de terrain. Cette propriété, Solène en parlait depuis des années. Elle disait qu'elle était trop loin, trop coûteuse à entretenir, qu'il fallait la vendre. Lucien avait toujours refusé, moi aussi. Je savais exactement la valeur de ce que je refusais de signer. Et plus le temps passait dans cette cave, plus je comprenais que ma fille le savait également, et que était précisément pour ça qu'elle avait choisi septembre pour agir. Parce que je n'avais pas signé en septembre précédent, ni en octobre, ni en novembre. Parce qu'elle avait épuisé les arguments raisonnables, et parce qu'elle avait conclu que si je ne voulais pas signer D en haut, peut-être que je signerais D en bas. Elle se trompait. Les jours dans la cave avaient quelque chose d'étrange que je n'attendais pas. Il y avait bien sûr le malaise, inconfort, indignation qui restait logée comme une arête dans la gorge. Mais il y avait aussi, et cela m'a surprise, une sorte de clarté. Quand on vous enlève le bruit du monde, le téléphone, la télévision, les obligations du quotidien, les distractions que invente pour ne pas penser, ce qui reste est essentiel. Ce qui reste est ce qu'on aime vraiment, ce qu'on refuse vraiment de lâcher. Je pensais à Lucien. Je pensais à cette maison. Je pensais aux 42 ans passés à y construire quelque chose, repas par repas, dispute par dispute, réconciliation par réconciliation. Je pensais au Noël, aux étés, aux hivers, à la fois où le toit avait coulé et où Lucien avait passé un week-end entier en haut, d'une échelle sous la pluie, en refusant d'appeler un couvreur parce qu'il était convaincu d'y arriver seul. À la fois où Solène, jeune, avait eu une bronchite sévère et où J avait dormi dans sa chambre 3 semaines en lui chantant des chansons occitanes que ma mère avait apprises. Ces souvenirs-là ne figuraient dans aucun document. Ils n'avaient pas de valeur marchande. Mais ils étaient ce que cette maison était réellement. Pas des mètres carrés, pas un terrain, pas des économies sur un compte. Une vie. La mienne.
Solène descendait une fois par jour, parfois deux. Elle posait la nourriture, elle regardait la chemise beige, elle attendait. Je ne signais pas. Nous nous regardions comme deux personnes qui se reconnaissent, mais qui ne parlent plus la même langue. Il y avait des moments où je voyais sur son visage quelque chose qui ressemblait au doute, ou peut-être à la honte, quelque chose de vacillant qui disparaissait très vite derrière sa certitude habituelle. Une fois, elle m'a dit « Tu comprends que tout le monde pense que tu es à Rocamadour, que si quelqu'un te cherche, on lui dira que tu te reposes, que personne ne s'inquiète. » Je lui ai répondu que quelqu'un finirait par s'inquiéter. Elle avait eu un petit sourire, lequel elle avait demandé. « Tes amis ont, elles, habitude que tu disparaisses quelques jours. Les voisins ne se mêlent pas. » Et Alain Prévost, elle a ajouté avec une légèreté qui ne l'était pas, il a dit la semaine dernière que tu avais l'air fatigué et que tu avais bien besoin de repos. Alain Prévost. Elle avait prononcé ce nom comme une preuve de sa solidité à elle. Elle ne savait pas que ce nom-là était justement ce qui allait tout changer. Alain avait 73 ans et vivait dans la maison voisine depuis 32 ans. Il avait été le collègue de Lucien à la direction des travaux publics du département du Tarn. Ils avaient travaillé ensemble pendant 20 ans et leur amitié avait survécu à la retraite, aux anniversaires, au deuil. Après la mort de Lucien, Alain continuait de passer régulièrement, pas pour me consoler avec des mots, mais pour réparer ce qui se cassait, installer une nouvelle serrure, vérifier que le chauffe-eau fonctionnait. C était un homme de gestes plutôt que de discours, ce que J avait toujours apprécié. La dernière fois qu'il m'avait vu, C était 2 semaines avant l'épisode de la cave, au marché couvert de la place Fernand-Pézette. Nous avions acheté des figues au même étal et nous avions marché un moment ensemble en parlant de l'automne et de rien d'important. Il m'avait dit, en me quittant, que je semblais préoccupée. Je lui avais dit que non, que tout allait bien. Mais il avait ce regard qu'avaient les gens de sa génération, ce regard qui ne prend pas les mots pour argent comptant, mais qui écoute ce qui est derrière. Je pense qu'il n'avait pas été dupe. Ce qui m'a sauvé n'avait rien de héroïque. Pas de ressources secrètes, pas de coup d'éclat. Juste la pluie. Albi avait connu, ce mois de septembre, des précipitations inhabituelles pour la saison. Une de ces pluies longues et obstinées qui durent plusieurs jours et qui transforment la terre en éponge saturée. La cave du Neuf. Rue de la Croix-Blanche avait un point faible que Lucien avait repéré des années plus tôt, un joint d'étanchéité entre le mur de pierre et le sol à l'angle nord-ouest, qui n'avait jamais été vraiment réparé parce qu'il ne posait problème que lors des pluies exceptionnelles. Lucien avait mis ça sur sa liste des choses à faire un jour. Ce jour N était jamais arrivé. La pluie de cette semaine-là a fait ce que Lucien N n'avait pas fait. Elle a détaché ce joint, lentement, avec la patience que seule LO possède. Au bout du 4e jour, j'y ai remarqué que le carrelage rouge dans L angle nord-ouest était humide. Le lendemain, il y avait une petite flaque. Et contre le mur, à hauteur du sol, le bois du cadre D, une ancienne ouverture de ventilation, condamnée depuis des décennies, avait commencé à gonfler sous l'humidité. J'y ai regardé cette ouverture pendant une journée entière avant de comprendre ce qu'elle signifiait. Elle était petite. Elle donnait sur le côté du jardin, pas sur la rue. Elle était en bois, vieux, gonflé par l'eau. Et le bois vieux, gonflé par l'eau, cède. Je n'ai pas essayé brutalement. J'y ai travaillé avec patience, en poussant là où le bois était le plus mou, en retirant les clous rouillés un à un avec la fourchette de métal que J avait dans le plateau de nourriture de Solène. Cela m'a pris des heures. J ai abîmé mes mains sur la rouille et les échardes. Pas gravement, juste cette douleur ordinaire et tenace qui dit qu'on travaille vraiment. Et quand l'ouverture a cédé, quand l'air froid et humide du jardin est entré dans la cave pour la première fois, J'y ai fermé les yeux et j'y ai respiré ce qui ressemblait à de la liberté. Je ne suis pas passé par cette ouverture avec grâce. Je suis passé avec les mains d'abord, puis les épaules, puis le reste, en me contorsionnant sur le carrelage mouillé comme quelqu'un qui n'a plus 20 ans et qui le sait très bien. J avait les habits sales, les cheveux défaits, la chemise en carton beige serrée contre ma poitrine parce que J avait décidé, en pensant aux documents, que ces papiers seraient de ma preuve. Je ne suis pas resté dans le jardin. Je n'ai pas frappé à ma propre porte de derrière.
Je suis allé directement à la maison d'Alain, en longeant le mur du jardin, en passant par la petite ruelle qui sépare nos deux propriétés. Ses fenêtres étaient allumées. Il était 20 heures environ. La nuit était tombée. La pluie continuait doucement. J'y ai frappé à sa porte. Il a ouvert. Il aime à regarder une seconde. Il n'a pas posé de questions. Il a ouvert la porte plus grand et il a dit « Entre, il y a du café ». C est Alain Prévost, qui aime à conduite à la gendarmerie nationale de la rue de la Madeleine. Il a conduit en silence, sans me demander d'expliquer, parce qu'il voyait tout ce qu'il y avait à voir et que, je l'ai compris plus tard, il n'était pas entièrement surpris. Il avait remarqué que les lumières de ma maison étaient restées les mêmes pendant une semaine, que le rythme des stores et des volets ne ressemblait pas à mes habitudes, que Solène venait et repartait seule sans qu'on me voie jamais à la fenêtre. Il avait appelé 2 fois sur mon téléphone, était tombé sur Solène qui avait dit que j'étais couché et ne voulait pas être dérangé. Alain N avait pas insisté, mais il avait continué à regarder. À la gendarmerie, j'y ai parlé avec le brigadier-chef Renaud, un homme d'une 40aine d'années avec ce visage particulier des gens habitués à entendre des choses difficiles sans les laisser paraître sur leurs traits. Il a pris note de tout. Il a regardé les documents dans la chemise beige, il a fait quelques appels. Et puis il m'a dit qu'une enquête serait ouverte pour privation de liberté et tentative de contrainte documentaire, mais que pour agir efficacement, il vaudrait mieux attendre le bon moment. Il m'a expliqué ce que Solène préparait. Elle avait organisé une soirée dans 4 jours, à la maison des Tisserands, dans la salle de réception du 14 place Sainte-Cécile, non loin de la cathédrale. Elle avait invité des membres de la famille, un agent immobilier, et elle avait contacté maître Sarah pour lui dire que J était enfin d'accord pour procéder et qu'elle souhaitait annoncer la nouvelle dans un cadre familial. Maître Sarah, qui croyait que J avait signé, avait accepté d'être présent. Solène avait prévu de brinde à ce qu'elle appelait la nouvelle phase de la famille Renaudin. Pendant ces 4 jours, J est dormi chez Alain. Sa femme, Thérèse, décédée depuis 7 ans, avait laissé une chambre amie avec des rideaux à fleurs jaunes et une vue sur le même jardin que ma cuisine. J est dormi dans cette chambre comme quelqu'un qui reapprend ce que c'est que de ne pas entendre un loquet. J est mangé les repas qu'Alain préparait sans un mot de trop. J est regardé par la fenêtre la façade bleue du 9 rue de la Croix-Blanche et J est pensé aux bouteilles de Lucien dans la cave, qui attendaient toujours leur moment. Le soir de la fête, la maison des Tisserands était décorée simplement, mais avec soin. Des toiles blanches sur les tables, des fleurs séchées au centre, un éclairage doux qui donnait à tout cela l'apparence d'une célébration de famille ordinaire. Solène portait une robe bordeaux. Elle avait l'air de quelqu'un qui a répété son discours et qui s'y sent à l'aise. J était dans le couloir quand elle a commencé à parler. Elle entendait à travers la porte fermée. Elle parlait de courage, des décisions difficiles que la vie impose, de la volonté d'une mère de simplifier les choses pour ses enfants. Elle parlait avec cette voix posée et convaincante que je lui connaissais depuis qu'elle était petite fille, cette voix qui avait toujours su faire paraître raisonnable ce qu'elle avait décidé de faire. Puis la porte S est ouverte. Je suis entrée. Derrière moi, le brigadier-chef Renaud et un de ses collègues. Derrière eux, Alain Prévost. Et, séparés d'eux, maître Sarah, que la gendarmerie avait contacté la veille pour lui expliquer la situation réelle. Solène a cessé de parler. Elle aime à regarder. Et dans ce regard, j'y ai vu quelque chose que je n'oublierai pas. Pas de la culpabilité, pas encore. Dès à bord, une stupéfaction pure et presque enfantine, comme si une loi fondamentale de l'univers venait d'être violée. Comme si les choses qu'on range dans les caves étaient censées y rester. Le silence qui a suivi mon entrée dans la maison des Tisserands avait une texture particulière. Ce N n'était pas le silence du vide. C était le silence de toutes les personnes présentes, qui retenaient leur souffle en même temps, chacune essayant de comprendre ce que leurs yeux voyaient avant que leur cerveau puisse l'expliquer. Il y avait une 12aine de personnes autour des tables. Ma cousine Henriette, 69 ans, venue de Castres, qui me regardait avec des yeux ronds et une main sur la bouche. Elle, agent immobilier, un homme d'une 50aine d'années, que je ne connaissais pas, dont le visage passait rapidement du sourire mondain à quelque chose d'inquiet.
2 cousins de Lucien, Bernard et Rémy, des hommes taciturnes du côté de Carmaux, qui s'étaient levés sans trop savoir pourquoi. Et maître Sarah, debout à l'écart, sa serviette noire sous le bras, avec ce visage de quelqu'un qui mesure en temps réel l'étendue de ce qu'on lui a caché. Solène N avait pas bougé. Elle se tenait debout à côté de la table principale, la coupe encore à la main, la robe bordeaux, les cheveux parfaitement coiffés, et elle me regardait avec cette expression que j'avais vue une seconde, cette stupéfaction nue qui se refermait maintenant sur elle-même comme une fenêtre qu'on tire. Je la voyais reprendre le contrôle de ses traits, la reconstruire sa façade en direct, brique par brique, sous mes yeux. Le brigadier chef Renaud a parlé en premier. Sa voix était mesurée, professionnelle, sans hostilité inutile. Il a dit qu'une enquête avait été ouverte concernant des faits survenus au 9 rue de la Croix-Blanche. Il a dit que personne N était obligé de rester, mais que les témoins présents pourraient être amenés à donner une déclaration. Il a dit que Madame Renaudin, c'est-à-dire moi, était présente et en bonne santé, ce qui contredisait certaines informations circulées ces derniers jours. Ma cousine Henriette a dit mon prénom à voix basse. Claudette. Comme si elle n'était pas sûre que était vraiment moi. J'y ai traversé la salle pour m'asseoir à la table du fond, là où il y avait une chaise vide. Mes jambes étaient solides. J'y avais décidé avant d'entrer que je ne pleurerais pas, du moins pas là, pas devant tout le monde, pas tant que c'était fini. Je voulais que les gens me voient debout, pas brisée, pas vacillante, présente. Maître Sarat S. est approché de moi. Il avait ce visage grave des gens sérieux qui réalisent qu'ils ont été instrumentalisés. Il a dit « Madame Renaudin, je suis soulagé de vous voir. On M avait dit. Il S est arrêté. Il a recommencé. On M avait laissé croire que vous étiez d'accord avec la démarche. Je veux que vous sachiez que rien N a été signé, rien N a été déposé, et que dès demain matin, je mets tout cela par écrit. » Je lui ai dit merci. C était un mot trop petit pour ce que je voulais dire, mais C était le mot juste dans cet instant. C est alors que Solène a bougé. LS est approchée de moi, pas vite, pas brusquement, mais avec cette façon qu'elle avait de se déplacer, posée et précise, comme si chaque pas était mesuré à l'avance. Elle a posé la coupe sur la table, et elle a dit, dès une voix qui tremblait légèrement pour la première fois depuis longtemps, « Maman », un seul mot, mon titre, celui qu'elle me donnait depuis qu'elle avait dit ses premiers mots. Je ne me suis pas levée, je ne me suis pas reculée par peur ou par colère. Je suis restée assise et je l'ai regardée. Et dans ce moment, dit là, dans cette salle, devant ces gens, après tout ce qui s'était passé, j'y ai entendu quelque chose qui m'a fait plus mal que la cave, plus mal que le loquet, plus mal que les nuits passées entre les bouteilles de Lucien. J'y ai entendu que ce mot ne sonnait plus comme de l'amour. Il sonnait comme une manœuvre, un dernier recours, un instrument. Ce N est pas que je ne croyais plus qu'elle aimait. C est plus compliqué que ça. Peut-être qu'elle aimait à sa façon, dès un amour tordu et possessif que je ne reconnaissais plus. Mais dans cet instant, ce mot dans sa bouche était venu chercher quelque chose, une réponse, un geste, une fissure dans ce que J avait construit pendant 4 jours pour arriver jusqu'à cette salle debout. Et je ne pouvais pas lui donner ça. Pas là. Je lui ai dit, doucement mais clairement, que ce N n'était pas le moment. Elle a reculé. Les jours qui ont suivi ont eu cette étrangeté particulière des situations qui basculent, où tout le monde doit soudainement réorganiser ce qu'il croyait savoir. Ma cousine Henriette est venue me voir le lendemain matin chez Alain avec un cake aux noix et beaucoup de silence. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a juste dit qu'elle avait remarqué certaines choses ces dernières semaines, mais qu'elle n'avait pas su quoi en penser. Que Solène avait été très convaincante quand elle lui avait dit que J avait besoin de tranquillité. Que maintenant, elle comprenait pourquoi J avait besoin de tranquillité. Ce genre de phrase qui ne dit pas tout ce qu'elle pourrait dire, mais qui dit assez. Je veux m'arrêter une seconde, parce que je sens que cette partie de l'histoire est la plus difficile à expliquer à ceux qui ne ont pas vécu. Ce N est pas facile de admettre qu'on a été manipulé par quelqu'un que on aime. Ce N est pas facile de dire à voix haute que sa propre fille a menti à tout le monde, a fabriqué une absence,
à préparer le partage de quelque chose qui n'était pas encore à partager. Parce qu'on a l'impression que ça dit quelque chose sur soi aussi, sur ce qu'on a peut-être raté dans l'éducation, sur ce qu'on n'a pas vu, sur la façon dont on a aimé. Alors si vous avez dans votre vie quelqu'un qui utilise votre amour comme une porte entr'ouverte vers ce qui vous appartient, je veux que vous sachiez une chose. Ce haine est pas votre faute d'avoir aimé. C'est leur choix d'en avoir abusé. Ce sont deux choses différentes. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez cette différence. Et si cette histoire vous touche, laissez un JM parce que ça aide à savoir que je ne parle pas pour rien. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite parce qu'il reste encore beaucoup à vous raconter. Quelle heure est-il chez vous maintenant? Êtes-vous encore là? Bien, alors continuons. La gendarmerie a travaillé méthodiquement. Le brigadier-chef Renaud M. a convoqué à 2 reprises pour compléter ma déclaration. J. et décrit la chronologie, les documents, les jours dans la cave, les visites de Solène avec les plateaux et le stylo. J. est remis la chemise beige et son contenu. J. est raconté les messages envoyés depuis mon téléphone à ma place, les appels auxquels elle avait répondu en se faisant passer pour moi, ou en prétextant mon indisponibilité. Alain Prévost a donné sa déclaration dans le bureau à côté du mien. Il a décrit ce qu'il avait observé depuis sa maison, le changement de rythme des volets, les appels restés sans réponse véritable, la présence exclusive de Solène dans une maison où je apparaissait jamais. Il avait tout noté dans un petit carnet depuis le 3e jour, avec des dates et des heures, parce que était ce que faisaient les gens de sa génération quand quelque chose leur semblait anormal. On écrit. On garde une trace. Ce carnet est devenu une pièce du dossier. Maître Sarah a fourni de son côté une déclaration écrite détaillant les démarches que Solène avait entreprises en son nom à lui, en présentant comme acquis un accord que je n'avais jamais donné. Il a expliqué les documents qui lui avaient été présentés, les informations qui lui avaient été fournies sur mon état de santé et mes intentions supposées. Il était visiblement bouleversé par ensemble. Un homme qui avait construit sa réputation sur la rigueur et qui découvrait avoir été le vecteur involontaire d'une tromperie. Il m'a dit, lors d'un de ses jours, que dans 35 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Je lui ai dit que moi non plus, et que j'y avais 78 ans pour le confirmer. Il a souri légèrement. Était le premier sourire depuis longtemps. Avocat que la famille M avait trouvé, maître Agathe Bonnefoy du barreau d'Albi, avait 47 ans et une façon de parler qui me rappelait les institutrices que j'y avais connues dans ma jeunesse, directe, précise, sans ornement inutile, mais avec une chaleur en dessous qui disait qu'elle prenait les choses à cœur. Elle a expliqué ce que les chefs d'accusation recouvraient concrètement. La privation de liberté était la plus grave sur le plan pénal. La tentative de contrainte documentaire et la tentative de fraude patrimoniale y ajoutaient. Était un dossier sérieux, avec des preuves solides, et Solène avait peu de marge pour le contester. Ce qui était plus complexe, a expliqué maître Bonnefoy, était la dimension familiale. Les enquêtes de ce type déchirent des familles entières. Des gens qui n'étaient pas au courant se trouvent contraints de choisir leur camp. Des vérités qui auraient pu rester privées deviennent publiques. Et la personne au centre de tout ça, la mère, la grand-mère, la femme que tout le monde pensait protéger en lui simplifiant les choses, cette personne doit décider jusqu'où elle veut que la vérité aille. Je lui ai dit que la vérité pouvait aller aussi loin qu'elle avait besoin d'aller. Pendant les premières semaines, la famille a réagi de façon prévisible. Bernard et Rémi, les cousins de Lucien, ont appelé pour exprimer leur soutien sans équivoque. Henriette a envoyé une lettre manuscrite, une vraie lettre sur du papier, ce que les gens de sa génération font encore quand ils veulent être sûrs que les mots comptent. Elle disait qu'elle avait cherché depuis le début, que la version de Solène ne lui avait jamais entièrement tenu et que si J avait besoin elle était là. Des autres ont été plus silencieux. Une des nièces de Lucien, Valérie a envoyé un message laconique disant qu'elle espérait que tout arrangerait pour le mieux, ce qui est la façon de dire qu'on ne sait pas de quel côté se placer. L'agent immobilier que Solène avait invité à la soirée, a envoyé une lettre à maître Bonnefoy pour dire qu'il avait rien su et qu'il renonçait à tout mandat. Je ne lui en voulais pas. Il avait été aussi dupé que maître Sarah. Solène, avait pris un avocat.
Un homme de Toulouse dont je n'ai jamais su le nom parce que tout passait par les courriers officiels. Sa stratégie initiale, M a dit maître Bonnefoy, était de plaider que J avait consenti à descendre à la cave librement et que la porte fermée était le résultat d'un malentendu. Que les documents présentés N étaient que des propositions soumises à ma signature volontaire. Que mes accusations reflétaient un état de confusion lié à mon âge. Cet argument sur mon âge. Je vais vous dire ce que G en pensait. Il y a une façon particulièrement cruelle de nier ce qu'une femme dit, et c'est de dire qu'elle est trop vieille pour savoir ce qu'elle dit. On n'attaque pas les faits, on attaque la personne qui les rapporte. On dit qu'elle confond, qu'elle exagère, qu'elle dramatise, que sa mémoire lui joue des tours, que l'âge fait des choses à elle esprit. Et cette attaque-là est particulièrement perverse parce qu'elle retourne les choses. Elle transforme la victime en problème. Elle fait de la fragilité naturelle D, une personne âgée, une arme contre elle. J avait 78 ans. J avait toute ma tête. J avait les documents dans la chemise beige. J avait le carnet des Alain. J avait la déclaration de maître Sarah. J avait elle ouverture de ventilation dans la cave nord-ouest avec ses clous rouillés et sa vieille fourchette de métal que la gendarmerie avait photographiée. Mon âge N n'avait rien à voir avec ça. Et ça, maître Bonnefoy, elle, a dit clairement, avec une précision chirurgicale, dans chaque document déposé. Je suis retournée dans ma maison le 6e jour après la soirée, accompagnée de maître Bonnefoy et d'un huissier qui avait établi un état des lieux. Solène N était plus là. Elle avait pris quelques affaires et était partie chez une amie à Toulouse. La maison était dans l'état où je l'avais laissée, propre, ordonnée, les meubles à leur place, la cuisine rangée. Solène avait au moins cette qualité-là, elle ne laissait pas de désordre apparent. J ai fait le tour de chaque pièce lentement, comme on revient dans un endroit qu'on aime et qu'on voulait s'assurer de retrouver intact. Le salon avec les fauteuils de Lucien. La chambre avec les photos sur la commode. La cuisine avec ses carreaux de faïence blanche et bleue que nous avions posés nous-mêmes un été. Et puis escalier de la cave. Je me suis arrêtée en haut de l'escalier. Maître Bonnefoy était dans le salon et me laissait faire. Huissier, attendait dans le couloir. J'y ai regardé cet escalier en bois qui descendait vers obscurité, et j'y ai pensé que dans quelques mois, quand tout serait réglé, quand la distance aurait fait son travail, je redescendrais là. Pas comme prisonnière, comme chez moi. Mais ce soir-là, je n'y suis pas descendue. Je me suis assise dans le fauteuil de Lucien, dans le salon, et j'y ai regardé par la fenêtre les toits d'Albi dans la lumière du soir. Les tuiles roses et orangées qui virent au rouge quand le soleil baisse. La cathédrale Sainte-Cécile au fond, massive et tranquille comme elle l'est depuis 700 ans, indifférente aux petites catastrophes humaines qui se jouent à ses pieds. J'y ai pensé que j'y étais chez moi, et cette pensée a traversé comme une lumière propre. Les semaines suivantes ont eu ce rythme particulier des procédures judiciaires, lent, méthodique, parfois décourageant dans sa lenteur. Des auditions, des contre-auditions, des échanges de pièces, des expertises. Maître Bonnefoy avait prévenu que ce genre d'affaires pouvait durer des mois. Ce N est pas comme dans les films. Avait-elle dit avec un sourire légèrement las, où tout se résout en 1h30. Je lui avais dit que J avait tout mon temps. Ce N était pas entièrement vrai. J avait 78 ans et une conscience aiguë de ce que le temps représente à cet âge. Mais J avait aussi la conviction que les choses prendraient le temps qu'elles devraient prendre et qu'il valait mieux les laisser aller à leur rythme que de les brusquer. Ce qui avançait plus vite, était la vie ordinaire. Le fait de me lever le matin dans ma maison, de faire du café dans ma cuisine, de m'asseoir dans mon jardin avec un livre quand le temps le permettait, de recevoir Henriette pour le déjeuner un dimanche et Alain pour le café presque chaque matin. De retrouver les habitudes qui font qu'une vie ressemble à la vie qu'on a choisie. Une chose avait changé, pourtant. La cave. Je passais devant l'escalier plusieurs fois par jour, forcément, était sur le chemin de la buanderie. Et à chaque fois, je le regardais. Pas avec peur, je veux être précise là-dessus. Ce que je ressentais était plus complexe que la peur. Était une interrogation, un inachevé.
ces bouteilles de Lucien qui attendaient depuis des années le moment parfait, et moi qui attendais de savoir si je serais capable de redescendre les chercher sans que ça soit une défaite ou une démonstration. Sans que ce soit un geste chargé d'autre chose que ce qu'il était réellement, descendre dans sa propre cave pour ouvrir du vin. La réponse, je la cherchais encore. Ce que je comprends maintenant, c'est que la cave N était jamais vraiment à Solène. Elle a jamais appartenu que à Lucien et à moi, à cette vie qu'on y avait rangée en bouteille, à ce temps qu'on était accordé de faire attendre parce qu'on croyait avoir tout le temps. Et personne ne pouvait me la prendre, même en fermant la porte de l'extérieur. Parce que les lieux qu'on a aimés restent les nôtres une façon que les actes notariés ne capturent pas entièrement. Je me souviens une nuit, peut-être la 3e semaine après mon retour dans la maison, où je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause d'angoisse particulière, juste cette insomnie de l'âge qui arrive sans prévenir et vous laisse éveiller à 3 heures du matin avec des pensées qui n'ont nulle part où aller. J avait mis la robe de chambre, préparé une tisane, et était assise dans la cuisine avec la lumière au-dessus de l'évier allumée, celle qu'on allume la nuit pour ne pas réveiller tout le monde. Cette petite lumière jaune douce qui dit que la maison veille même quand ses habitants devraient dormir. J avait pensé à Solène enfant. J avait pensé à la première fois qu'elle avait tenu une cuillère seule, à l'âge d'1 an, avec une concentration sérieuse et maladroite qui m'avait fait rire aux larmes. J avait pensé au soir où elle avait eu son baccalauréat, et à la façon dont elle avait téléphoné depuis le lycée, en criant les résultats si forts que Lucien avait entendu depuis le jardin. J avait pensé à son premier appartement à Toulouse, que nous avions aidé à meubler un week-end pluvieux dès octobre, et à la façon dont elle avait dit merci en nous serrant tous les deux dans ses bras sur le palier avant qu'on reparte. Ces souvenirs-là, n'avaient pas disparu. Ils existaient encore, quelque part dans moi, réels et précieux. Et en même temps, ils coexistaient avec ce qui était passé, avec la porte fermée et le stylo sur la table et la voix qui disait « Maman ne m'oblige pas à être plus dure ». Les deux choses étaient vraies en même temps. C'est ça qui était le plus difficile à porter. Pas la trahison seule, pas l'amour seul. Les deux ensemble, inséparables, impossibles à trier. Je crois que c'est la partie de cette histoire que je n'ai jamais entièrement réussi à expliquer à ceux qui me demandaient comment j'y allais. Ils voulaient que je sois soit en colère, soit triste, soit soulagé. Ils voulaient une émotion propre qu'ils pourraient comprendre facilement. Et je n'avais pas d'émotions propres à leur offrir. J avait ce mélange-là, lourd et compliqué, qui ne rentre dans aucune case. Avant de vous emmener à la suite, je dois vous demander quelque chose. Parce qu'on arrive à la partie de Histoire où les choses commencent enfin à prendre leur place, lentement, avec tout le désordre que ça implique. Et je veux savoir si vous êtes encore là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez jusqu'ici. Pas ce que vous pensez de Solène ou de moi, ce que vous ressentez. Parce que cette histoire est pas que la mienne. Je commence à m'en rendre compte. Peut-être qu'elle touche quelque chose que vous portez aussi. Et si c'est le cas, laissez un JM pour me le dire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et certaines entre elles sont encore plus proches de vous que vous ne l'imaginez. Dites-moi où vous regardez. Quelle ville, quel coin du monde. Et puis restez, parce que la suite est importante. Ce qui a changé, dans les semaines qui ont suivi mon retour, est aussi ma façon de regarder ma propre maison. Pas de façon dramatique, pas de réaménagement, pas de gestes symboliques forts. Plutôt une série de petites choses. Je me suis remise à ouvrir les volets du premier étage chaque matin dès le lever, ce geste quotidien que j'avais toujours fait et que j'avais imaginé Solène faisant à ma place depuis ma cave. Je me suis remise à acheter des fleurs au marché du samedi, des tournesols généralement parce que Lucien les aimait. J retéléphone à des amis que je n'avais pas appelés depuis des semaines, Monique de Corde, Françoise de Gaillac, des femmes de ma génération avec qui on parle de tout et de rien, et avec qui le silence téléphonique est une forme de lien autant que les mots. Je ne leur ai pas tout raconté. Pas tout de suite. Il y avait encore des aspects de la procédure qui ne devaient pas circuler librement. Mais J dit que J avait traversé une période difficile et que J était contente d'être chez moi, ce qui était la vérité la plus essentielle et la plus complète que je pouvais offrir.
La procédure judiciaire suivait son cours. Il y avait eu une première audition de Solène par les enquêteurs, dont Maître Bonnefoy M avait rendu compte sobrement. Solène avait maintenu sa version initiale quelque temps, puis, confrontée aux preuves, elle avait progressivement modifié ses déclarations. Elle avait reconnu la fermeture de la cave, mais en la présentant comme une réaction mal gérée à une situation de tension familiale extrême. Elle avait reconnu les messages envoyés depuis mon téléphone, mais en disant qu'elle pensait agir dans mon intérêt. Elle n'avait jamais dit le mot de faute. Ce n'est peut-être pas le moment d'aller plus loin dans le détail de ce qu'elle a dit ou elle n'a pas dit. Ce sont des choses qui appartiennent au tribunal et aux documents officiels. Ce que je peux vous dire, c'est et ce que j'y ai ressenti quand Maître Bonnefoy me rapportait ces éléments. Pas de satisfaction, pas de soulagement. Quelque chose de plus terne et de plus profond. Une tristesse pour ce que tout ça révélait sur la façon dont ma fille S était construite, une réalité où ce qu'elle faisait pouvait lui sembler défendable. Quelqu'un qui croit agir dans l'intérêt d'une autre personne en la privant de liberté ne vit pas dans la même réalité que le reste du monde. Et regarder ça de près, en tant que mère, c'est et regarder quelque chose d'eux aussi douloureux que ce qu'on a subi. Parce que ça vous dit que quelque part, à un moment que vous ne pouvez pas identifier précisément, quelque chose est cassé. Et vous ne saurez peut-être jamais exactement où ni quand. Albi en automne a quelque chose de particulier que je n'ai jamais vu ailleurs. La lumière change avec une lenteur presque délibérée, passant du doré de septembre au roux profond d'octobre, puis à ce gris transparent de novembre qui rend les toits en briques rosées encore plus chauds par contraste. La cathédrale Sainte-Cécile devient presque rouge certains soirs quand le soleil est bas, une couleur que j'y ai essayé de décrire à des gens du nord de la France et qui ne rend jamais vraiment dans les mots. Je regardais beaucoup par les fenêtres ces semaines-là. C'est et peut-être ce que font les gens qui ont été enfermés, même peu de temps, même dans un espace qui leur appartient. On regarde par les fenêtres parce qu'on a besoin de se rappeler que l'horizon existe, qu'il est là, qu'on peut le voir librement. La procédure avait pris une forme plus précise maintenant. Maître Bonnefoy M avait expliqué que les chefs retenus par le parquet d'Albi permettaient d'envisager des poursuites sérieuses. La privation de liberté était établie par les témoignages concordants, les éléments physiques de la cave et la chronologie documentée. La tentative de fraude patrimoniale était étayée par les documents dans la chemise beige, les déclarations de Maître Sarah et les messages envoyés depuis mon téléphone en usurpant mon identité. Le dossier était solide. Ce qui prenait du temps, était la dimension psychologique de l'affaire. Un expert avait été mandaté pour évaluer ma capacité à témoigner, ce que J avait accepté sans résistance parce que cela me donnait l'occasion de démontrer formellement ce que Solène avait essayé de remettre en question. Je n'ai jamais été aussi précise et aussi organisée dans mes souvenirs que lors de cette expertise. L'expert, un psychiatre de Toulouse, M avait dit à la fin de l'entretien que J avait une mémoire remarquablement structurée pour les détails. Je lui avais dit que quand on passe plusieurs jours dans une cave à compter des bouteilles de vin, on apprend à structurer sa mémoire. Il avait noté quelque chose. Ce que la procédure avait aussi révélé, et que je n'avais pas su avant, c'est l'étendue de ce que Solène avait préparé. Ce N n'était pas une impulsion, pas une réaction précipitée à une tension familiale. Était une organisation méthodique. Elle avait consulté Maître Sarah plusieurs mois avant le jour de septembre. Elle avait demandé des évaluations immobilières discrètes sur la propriété de Tonac. Elle avait pris des contacts avec l'agence immobilière, dont l'agent était présent à la soirée. Elle avait préparé les documents avec soin, en assurant qu'ils couvrent les 3 points, la maison, les économies, la propriété rurale, de façon à ce qu'une signature unique règle tout d'un coup. Elle avait planifié pendant des mois. Ce détail-là m'a tenu éveillée plusieurs nuits, non pas parce qu'il augmentait ce qu'elle avait fait en termes de gravité juridique, ce qui était déjà établi, mais parce qu'il posait une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Pendant ces mois de préparation, elle avait continué à venir me voir, à boire du café dans ma cuisine, à parler de rien et de tout, à m'embrasser en partant, et pendant tout ce temps, elle savait. Je ne sais pas si est plus difficile à accepter qu'une colère soudaine. Je pense que oui. La colère soudaine,
On peut la comprendre, la replacer dans un contexte, lui trouver une explication même si elle ne l'excuse pas. La préméditation longue dit quelque chose de différent. Elle dit que la personne a regardé en vous chaque fois qu'elle vous a vu et a pensé à ce qu'elle préparait. Et que vous n'avez rien vu. Henriette M. a dit un après-midi, en buvant du café à ma table, que je ne devais pas me reprocher de ne pas avoir vu. LM a dit que les gens qui trompent ceux qui leur font confiance comptent précisément sur cette confiance pour ne pas être vus. Que ma cécité, si on voulait l'appeler ainsi, était une preuve d'amour, pas une preuve de naïveté. J ait retenu cette phrase. Je, elle, est tournée dans tous les sens pendant plusieurs jours. Je ne suis pas entièrement sûre qu'elle m'absolve de rien, mais elle est juste, d'une certaine façon. Je veux m'arrêter ici un instant, parce que ce que je viens de vous dire sur la confiance et sur la façon dont elle peut être retournée contre nous, est quelque chose que J aimerait que vous gardiez. Pas comme une leçon de méfiance, comme une raison de rester en lien avec les gens que vous aimez, de garder des Alain Prévost dans votre vie, des gens qui regardent par la fenêtre même quand on ne leur demande pas. Des gens qui notent les dates dans un carnet parce que quelque chose leur semble anormal. Ces gens-là existent. Cherchez-les, gardez-les proches. Laissez-moi un JM si vous pensez à quelqu'un comme ça dans votre vie. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a sauvé sans même que vous le lui ayez demandé. Je lirai chaque réponse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce que demain, J a une autre histoire à vous raconter et vous ne voudrez pas la manquer. Maître Bonnefoy M a convoqué un matin de novembre pour me parler des développements les plus récents. Elle avait ce visage qu'elle prenait quand les nouvelles étaient à la fois bonnes et complexes, une légère tension autour des yeux, compensée par quelque chose de résolu dans la bouche. Elle m'a dit que Solène avait fait, par elle intermédiaire de son avocat, une proposition. Elle reconnaissait les faits dans leur substance, renonçait à toute prétention sur les biens et acceptait de ne pas contester la procédure à condition qu'une peine avec sursis soit envisagée. Ce N n'était pas une décision de elle, avocat de Solène seule, elle lui avait donné instruction de formuler cette offre. J ai pris le temps d'y penser. Maître Bonnefoy ne m'a pas pressé. Elle m'a dit que cette décision M appartenait entièrement et qu'elle défendrait ce que je décidais avec la même conviction dans les deux cas. Ce que J ai pensé en écoutant cette proposition, c'est que la justice que je voulais N n'était pas la destruction de ma fille. Je ne voulais pas la voir anéantie. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse ou soit pulvérisée par une condamnation lourde. Ce que je voulais, ce que J avais voulu depuis le début, même dans la cave, même pendant les jours d'incertitude, était être vu, être cru, avoir la preuve devant témoin que ce qui s'était passé était réellement passé et que J avait eu raison de ne pas signer. La reconnaissance publique des faits, était ça que la procédure M avait donné. Le reste, les peines, les condamnations exactes, les modalités, appartenaient au tribunal. Ce N était plus mon travail. J ai dit à Maître Bonnefoy de poursuivre la procédure normalement, en tenant compte de la reconnaissance des faits par Solène comme élément du dossier. Je N ai demandé ni clémence particulière, ni sévérité particulière. J ai demandé que les choses suivent leur cours de façon équitable. Elle a hoché la tête. Elle a dit que était sage. Je ne sais pas si était sage. Je sais que était juste pour moi. Ce qui a suivi, dans les semaines et dans les mois, a eu cette qualité de retour à la normale qui N est jamais tout à fait un retour, parce qu'on ne revient pas dans un avant qui N existe plus. On avance vers un après qui ressemble par certains aspects à avant, mais qui est fait d'un matériau différent, plus solide par endroits, plus fragile par des autres, avec des fissures visibles là où auparavant la surface était lisse. Alain continuait de passer presque chaque matin. Nous buvions du café dans ma cuisine et nous parlions de la ville, des nouvelles du quartier, du temps. Parfois, il réparait quelque chose, une poignée qui grinçait, une lame de parquet soulevée. Il ne demandait jamais comment J allait dans un sens qui aurait exigé une réponse élaborée. Il demandait si J avait bien dormi, si J avait besoin de quelque chose au marché. Ce genre de questions auxquelles on peut répondre simplement et qui disent quand même tout ce qu'elles ont besoin de dire. Henriette venait une fois par semaine. Elle avait toujours un prétexte,
un livre qu'elle voulait me prêter, une recette à essayer, des nouvelles de la famille qui méritaient d'être partagées en face à face plutôt que par téléphone. J avait compris qu'elle comptait ses visites comme une façon de surveiller que J allait bien. Pas avec inquiétude, mais avec affection. Et ça ne me dérangeait pas. Au contraire. Monique et Françoise avaient finalement su, par les voies indirectes que prennent inévitablement les informations dans une ville comme Albi. Elles avaient appelé toutes les deux en L-D une semaine. Monique avait pleuré au téléphone. Ce qui lui ressemblait, elle avait toujours eu les émotions juste sous la surface. Françoise avait dit des choses précises et pratiques. Si tu as besoin d'un avocat, J en connaît un meilleur. Si tu as besoin des aides pour la maison, dis-le. Si tu as besoin de ne rien dire pendant 2 heures, je peux aussi. Je lui avais dit que pour elle, l'instant C était le dernier point dont J avait besoin. Et on avait bu du vin au téléphone comme 2 femmes qui ont assez vécu pour savoir que certaines conversations se tiennent mieux avec un verre à la main. La propriété de Tonac était intacte. J y était allé un dimanche d'octobre avec Alain, qui avait conduit sans poser de questions. La ferme était dans l'état dans lequel elle avait laissé elle l'année précédente, un peu envahie de végétation sur le côté est, mais solide dans ses pierres vieilles. La lumière du Tarn rural y était particulièrement belle cet après-midi-là, une lumière horizontale et douce qui rendait chaque chose un peu plus réelle qu'elle ne l'était. Je me suis souvenu que Lucien avait dit un jour que cette propriété était sa façon de ne pas entièrement mourir dans la ville. Qu'il y avait dans cette terre quelque chose qui lui ressemblait, quelque chose de enraciné et de patient. J avait compris ce jour-là, debout devant cette ferme, que je ne la vendrais jamais. Pas pour résister à Solène, pas par principe, mais parce que C était la bonne décision. Parce qu'elle était à moi et à personne d'autre. Le tribunal d'Albi a rendu son jugement 6 mois après les faits. Solène a été reconnue coupable de privation de liberté et de tentative de fraude patrimoniale avec circonstances aggravantes liées à la relation filiale. Elle a été condamnée à 18 mois avec sursis et à une obligation de soins psychologiques, ainsi qu'à des dommages et intérêts dont le montant était significatif, mais pas ruineux. Sa casier judiciaire porterait désormais ses faits. Maître Bonnefoy M a appelé pour annoncer le verdict. Elle avait cette voix particulière des avocates satisfaites, d'un résultat équitable, mesuré mais avec quelque chose de chaud dedans. Elle a dit que C était une décision solide, qui reconnaissait la gravité des faits sans chercher à détruire, et qu'elle était cohérente avec ce que j'y avais demandé. Je l'ai remerciée. Je l'ai vraiment remerciée. Pas par politesse. Après avoir raccroché, J ai fait quelque chose de assez ordinaire. J ai mis ma veste, J ai pris mon sac, et je suis allée au marché acheter des fleurs. Des tournesols, parce que Lucien les aimait, et quelques branches de sauge en fleurs parce que l'odeur me plaît depuis que J avait 8 ans et que ma mère en avait dans son jardin à cordes sur ciel. Je suis rentrée, J ai arrangé les fleurs dans le grand vase en verre bleuté qui est sur le buffet du salon depuis 1982 et je me suis assise dans le fauteuil de Lucien. Et J ai pensé que C était fini. Pas dans le sens où tout était réparé et où la vie avait retrouvé l'exacte forme qu'elle avait avant. Dans le sens où ce chapitre avait eu son dernier mot. Les choses étaient passées, elles avaient eu leurs conséquences, elles portaient maintenant leurs noms officiels dans des documents officiels. Et moi, j'y étais assise dans mon salon, avec des fleurs dans mon vase, chez moi. La question de Solène restait ouverte, bien sûr. Je ne peux pas vous dire que nous nous sommes réconciliés avec des larmes et des embrassades qui réparent tout en 5 minutes. Ce N est pas vrai, et ce serait vous mentir. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a écrit une lettre 2 semaines après le jugement. Une lettre manuscrite, comme Henriette, comme si la gravité des mots demandait du papier véritable et non un écran. Je ne vous dirai pas ce qu'elle y écrivait, parce que C est entre elle et moi. Mais je vous dirai ce que J en est retiré. J en est retiré que ma fille, quelque part, dans quelque endroit d'elle que ses actes avaient longtemps recouvert, savait ce qu'elle avait fait. Et que savoir ne suffit pas à tout réparer, mais que C est le seul point de départ possible. J ai gardé la lettre. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Il me fallait du temps. Le temps de décider ce que je voulais que cette histoire signifie pour moi dans les années qui me restent. Si je voulais la laisser me définir par la blessure ou par ce que J en avait fait.
J avait quelques réponses. Je n'en avais pas encore toutes. Ce dont J avait besoin, J avait commencé à le comprendre. C était de descendre à la cave. Pas pour Solène. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour descendre à ma propre cave, dans ma propre maison, et reprendre possession de ce dernier endroit que j'y avais laissé charger de tout ce poids. Il y avait une bouteille qui m'attendait. Un Pauillac de 1962. Occasion parfaite que Lucien N avait jamais su trouver, parce qu'il attendait quelque chose de spécial qui ne venait jamais. J avait peut-être trouvé le moment. Le matin où je suis descendu à la cave, il faisait ce froid particulier du mois de février dans le Tarn, pas le froid violent du nord qui vous gifle quand vous sortez, mais ce froid propre et discret qui s'installe pendant la nuit et qui est encore là à 10 heures du matin quand le soleil n'a pas encore eu le temps de chauffer les pierres. La maison était silencieuse. Alain était venu plus tôt prendre le café et était reparti. Henriette avait appelé la veille. J avait bien dormi, ce qui n'était pas toujours le cas encore, mais qui arrivait plus souvent maintenant. Était levé avec cette décision déjà formée, sans me souvenir exactement à quel moment dans la nuit LS était précisée. Il y a des décisions qui se prennent pendant le sommeil et qui sont là entières au réveil, comme si une partie de vous avait continué à travailler pendant que l'autre se reposait. C était comme ça. Je savais en ouvrant les yeux que C était le jour. J avait mis mon tablier, non par nécessité mais par habitude, parce que C est ce que je mets quand je vais faire quelque chose de concret dans la maison. J avait pris la petite lampe de poche que J avait achetée depuis et posée sur l'étagère du couloir, parce que l'ampoule jaunâtre du plafond de la cave avait toujours été insuffisante et que désormais je ne voulais plus dépendre d'une lumière qui ne m'appartenait pas entièrement. Et était arrêté en haut de l'escalier. Pas longtemps. 30 secondes peut-être. Juste le temps de écouter le silence de la maison autour de moi et de me souvenir que ce silence-là était le bon silence. Celui d'une maison qui respire normalement, pas celui d'une porte fermée de extérieure. Puis J est descendu les marches. La cave sentait la pierre mouillée et le bois vieux, comme toujours. La lumière jaunâtre du plafond S est allumée quand J est tiré la ficelle, et J est aussi allumé ma lampe de poche pour éclairer les coins que l'ampoule N atteignait pas. Les bouteilles de Lucien étaient là, exactement où il les avait laissées, chaque étiquette tournée vers l'avant, chaque rangée à sa place. 47 bouteilles. Je les avais comptées depuis ma cave, et je les recomptais maintenant de mes propres pas, librement, en prenant mon temps. La table était là, les 2 chaises, la vieille malle des décorations de Noël dans le coin, et la chemise beige N était plus là, bien sûr. Elle était dans les archives de Maître Bonnefoy maintenant, pièce à conviction dûment classée. À sa place, il n'y avait que la table propre et le carrelage rouge et l'espace qui m'appartenait. J'y ai cherché le Pauillac de 1962. Il était exactement là où Lucien l'avait toujours mis, dans la rangée du fond à droite, couché sur le côté comme les autres, l'étiquette légèrement passée par les années, mais encore lisible. Je l'ai pris entre mes 2 mains avec cette précaution qu'on a pour les choses fragiles et précieuses, non pas parce que J avait peur de le casser, mais parce que certains gestes méritent d'être faits lentement. J ai regardé cette bouteille dans la lumière jaune de la cave. 63 ans d'âge. 63 ans à attendre l'occasion parfaite dans des caves successives, chez les gens qui l'avaient vendu, chez les gens qui l'avaient acheté, puis ici, chez nous, depuis ce jour où on l'avait offerte à Lucien et où il avait dit avec un sourire satisfait qu'il attendrait le bon moment. Je lui ai dit à voix basse, comme on parle aux gens qui ne sont plus là, mais qui sont encore présents d'une façon ou d'une autre, que J avait peut-être trouvé le bon moment pour lui. Je suis remonté avec la bouteille. Je vous dis tout cela parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'important avant de vous parler de la suite. La cave N n'était pas qu'un endroit où J avait été enfermé. Elle était aussi endroit de Lucien, endroit de notre vie commune, endroit où quelque chose attendait d'être ouvert depuis des décennies. Et en y retournant librement, en reprenant possession à ma façon, J avait fait quelque chose que personne ne pouvait faire à ma place. J avait séparé ce que Solène y avait mis, la peur, la contrainte, humiliation, de ce qui y était avant et ce qui y resterait toujours. Amour de Lucien. Ses bouteilles soigneusement rangées.
la promesse D un soir qui viendrait. C est ça. L acte de reprendre ce qui vous appartient. Ce N et pas de L effacé. C est de le rendre à sa vérité D origine. J ait ouvert cette bouteille le soir même, seul, avec un seul verre. Je n'ai pas attendu une occasion particulière, pas invité des gens, pas fait de cérémonie. C était mieux ainsi. C était entre Lucien et moi, et entre moi et cette maison, et entre cette femme de 78 ans, et tout ce qu'elle avait traversé pour rester chez elle. Le vin avait ce goût que les vins très vieux ont quand ils ont bien vieilli, quelque chose de profond et de complexe, qui ne ressemble à rien d'autre, et qui demande d'être bu lentement pour en comprendre chaque couche. J est bu lentement. J est fermé les yeux entre chaque gorgée. Et J est pensé que Lucien avait eu raison. C était le bon vin pour une grande occasion. Il avait juste tort sur qui choisirait cette occasion. Ce N était pas lui. C était moi. Je dois arrêter un moment avant de terminer cette histoire, parce qu'il me reste encore des choses importantes à vous dire, et je veux être sûr que vous êtes encore là. Ceux entre vous qui ont écouté jusqu'ici ont traversé avec moi quelque chose de difficile et de vrai, et ça mérite d'être reconnu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en portez de cette histoire. Un mot suffit, une phrase suffit. Je les lirai tous. Laissez un JM si quelque chose ici a touché un endroit que vous reconnaissez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici, et certaines d'entre elles parleront directement à votre vie, à votre famille, à ce que vous portez en silence. La chaîne appartient à ceux qui restent jusqu'à la fin. Vous en faites partie. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec Solène. Nous ne nous sommes pas revus pendant 7 mois après le jugement. 7 mois de silence de ma part, non par punition, non par stratégie, mais parce que J avait besoin de savoir ce que je voulais dire quand je lui parlerai à nouveau. Je refuse de parler quand je ne sais pas encore ce que je pense. C est une habitude que J ai depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, depuis ma mère qui disait qu'une parole prononcée trop vite est une parole qui coûte 2 fois, une fois pour la dire et une fois pour la reprendre. Elle avait rappelé 2 fois. Je n'avais pas décroché, pas parce que J avait peur de lui parler, parce que je n'étais pas prête. En septembre, exactement 1 an après le jour où elle avait fermé la porte de la cave, J ai appelé moi-même. Je n'avais pas planifié la date. Ce N est que le lendemain que J ai réalisé ce que signifiait ce calendrier. Peut-être que mon inconscient avait quelque chose à dire sur le symbolisme des anniversaires. Elle avait décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était différente, plus posée et en même temps plus hésitante, sans cette assurance habituellement lisse qui ne laissait pas de prise. Elle avait dit « allô » et puis rien, en attendant que ce soit moi qui parle. J avait dit que je voulais la voir. Pas pour tout effacer, pas pour faire comme si rien ne s'était passé, mais parce qu'elle était ma fille et que cette réalité-là ne disparaissait pas avec ce qu'elle avait fait. Que J avait besoin qu'elle comprenne ce que ses actes avaient coûté. Et que si elle était prête à entendre ça, vraiment entendre, sans se défendre, sans expliquer, juste entendre, alors je voulais bien la voir. Il y avait eu un silence. Puis elle avait dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un café de la place du Vigan. Un endroit neutre que ni elle ni moi avions de raison particulière d'aimer ou de fuir. Elle était arrivée avant moi. LS était levée quand je suis entrée, ce geste automatique que les enfants ont avec leurs parents, ce respect du corps qui précède la pensée. Elle était plus mince qu'avant. Elle avait les yeux de quelqu'un qui a beaucoup dormi seul avec ses pensées. Je me suis assise en face d'elle. Je lui ai parlé pendant 1 heure. Je lui ai dit ce que les jours dans la cave avaient été. Non pour lui infliger une culpabilité de plus, mais parce que je voulais qu'elle sache. Je lui ai dit ce que odeur de la cave était devenue pour moi et comment je travaillais chaque jour à la rendre à ce qu'elle avait été avant. Je lui ai dit que les bouteilles de Lucien M avaient tenu compagnie. Je lui ai dit que J avait ouvert le Pauillac de 1962. Elle avait pleuré à ce moment-là, discrètement, en regardant la table. Je lui ai dit que je ne savais pas encore si je pourrais lui pardonner dans le sens plein du terme, et que je refusais de lui promettre quelque chose que je n'étais pas certaine de pouvoir tenir.
que le pardon N n'était pas une politesse qu'on offre pour mettre fin à une conversation difficile, que si un jour il venait, ce serait parce qu'il serait vrai, pas parce que C était plus confortable de le prononcer. Elle avait dit qu'elle comprenait. Je lui avais regardé les mains posées sur la table. Des mains que J avait tenues à sa naissance, que J avait guidées pour qu'elle apprenne à tenir une cuillère, que J avait serrées à l'enterrement de son père. Des mains que je reconnaissais entièrement. Et J avait pensé que l'amour maternel était peut-être la chose la plus injuste du monde dans ce sens-là, qu'il ne disparaît pas quand il devrait peut-être s'éteindre, qu'il persiste et insiste et refuse de se laisser réduire à des actes. Ce N n'est pas de la faiblesse. J ait mis du temps à comprendre ça. Aimer quelqu'un qui vous a blessé profondément N n'est pas de la faiblesse. C est juste de l'honnêteté sur ce qu'on ressent réellement. La faiblesse aurait été de prétendre que cet amour autorisait tout, qu'il effaçait tout, qu'on pouvait laisser la porte ouverte sans condition, parce que C était quand même sa fille. Non, L, amour sans limite N, et pas de L, amour généreux. C est de L, amour imprudent. Ce que J avait appris dans cette cave, C est exactement ça. Que on peut aimer quelqu'un et refuser d'être blessé par lui. Que ces deux choses ne s'excluent pas. Qu'elles doivent au contraire coexister pour que l'amour reste une chose vivable. Je lui ai dit, en partant, que nous verrions. Que ce N n'était pas une porte fermée. Que C était une porte qui devrait se rouvrir lentement, avec des gestes et non avec des mots, parce que les mots étaient devenus trop faciles entre nous et que J avait besoin de voir des actes. Elle avait hoché la tête. Je suis rentrée chez moi à pied par les petites rues derrière la cathédrale. Le soleil de septembre était encore chaud à 5 heures de l'après-midi, ce soleil tardif du Tarn que J aime depuis l'enfance. J avait les mains dans les poches. J avait ce sentiment étrange et inattendu qui n'était ni du soulagement ni de la joie, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose qui disait que J avait fait ce que J avait à faire ce jour-là, et que C était suffisant. Les mois qui ont suivi ont été dans leur ensemble bons. Pas parfaits. Je ne veux pas vous vendre une réconciliation sentimentale qui ne serait pas entièrement honnête. Solène et moi avancions avec précaution, comme deux personnes qui traversent un sol dont elles ne connaissent pas encore exactement la solidité. Elle aime appeler une fois par semaine. Nous parlions de choses relativement simples, la météo, un livre qu'elle avait lu, les nouvelles de sa vie à Toulouse. Parfois quelque chose de plus profond glissait dans la conversation, et nous le laissions glisser sans le saisir, parce que ce N n'était pas encore le moment, ou parce que nous, N, avions pas encore les mots. Elle était venue pour Noël. Une seule journée. Nous avions mangé ensemble, Alain S. était joint à nous pour le dessert, Henriette avait appelé dans elle après-midi. Ce N n'était pas le Noël D avant, avec la maison pleine et Lucien en bout de table. C était un Noël différent, plus petit, plus attentif à lui-même, avec quelque chose de fragile et de précieux qui nous obligeait toutes les deux à faire attention à chaque mot. Elle était repartie le soir. En me quittant, elle m'avait dit « merci » d'une façon qui n'était pas de politesse ordinaire. Je lui avais dit de faire bonne route. C était assez. Il y a quelque chose que je veux vous dire maintenant, et j'y pense depuis le début de cette histoire sans savoir exactement comment le formuler. Je vais essayer. Quand on est vieille, vraiment vieille, 70 ans, 75, 80, le monde a tendance à vous traiter comme une quantité qui diminue, comme quelque chose qui s'amenuise. Vos opinions comptent un peu moins, vos décisions sont un peu plus souvent questionnées, votre mémoire est supposée faillible, votre jugement est supposé brumeux. Les gens vous parlent parfois avec une patience légèrement condescendante qui dit « je t'écoute, mais je sais mieux ». Et si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez finir par leur donner raison, par vous rétrécir un peu pour entrer dans la case qu'ils ont préparée pour vous. Je n'ai pas fait ça. Pas parce que je suis exceptionnel, je ne le suis pas. Parce que je me souvenais de qui j'y étais avant qu'ils décident de ce que j'y étais devenu. Cette maison au 9 rue de la Croix-Blanche, je l'ai construite avec Lucien pendant 42 ans. Ces économies, nous les avions faites ensemble, en travaillant, en économisant, en renonçant à certaines choses pour que d'autres soient possibles. Cette propriété à Tonac, elle avait la terre de la famille de Lucien dedans, la sueur de gens qui avaient eu que leurs bras et leur dignité.
Tout ça avait une histoire qui me précédait et me survivrait. Et cette histoire, M, appartenait. Pas parce que j'y avais un titre légal, bien que ce fût aussi vrai, mais parce que j'y avais mis ma vie entière. Personne n'a le droit de vous faire oublier ça. Pas même vos enfants. Pas même quelqu'un qui vous aime, à sa façon tordue et maladroite. Votre histoire vous appartient. Votre maison vous appartient. Votre signature vous appartient. Et si quelqu'un vous dit que vous n'êtes plus assez lucide pour décider de votre propre vie, regardez-le dans les yeux et demandez-lui de prouver une seule chose qu'il sait mieux que vous sur ce que vous avez vécu. Je veux parler maintenant à ceux d'entre vous qui reconnaissent quelque chose dans cette histoire. Pas forcément la même situation, pas nécessairement une cave ou des documents ou une fête interrompue, mais cette sensation-là, diffuse et quotidienne, d'être progressivement effacée par quelqu'un qui prétend agir pour votre bien. D. Avoir vos décisions questionnées de façon répétée jusqu'à ce que vous vous mettiez vous-même à les questionner. D. Entendre votre nom prononcé par quelqu'un dans un contexte où votre présence réelle, N, est pas requise, seulement votre accord ou votre absence. Si vous reconnaissez quelque chose de cela, je veux que vous sachiez une chose simple. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'imaginez pas. Votre instinct, qui dit que quelque chose ne va pas, mérite d'être écouté, pas calmé, pas étouffé, pas requalifié en paranoïa ou en fatigue ou en âge. Les instincts des gens qui ont beaucoup vécu ont été formés par des décennies d'expérience humaine. Ils ne tombent pas toujours justes, mais ils méritent, l'attention. Cherchez votre Alain Prévost, cette personne dans votre vie qui regarde par la fenêtre même quand on ne lui demande pas, celle qui note les dates dans un carnet parce que quelque chose lui semble anormal, celle qui conduit en silence et dit « entre ». Il y a du café. Ces gens existent. Ils sont peut-être déjà là, plus proches que vous ne le pensez, à attendre que vous frappiez à leur porte. Et si vous êtes vous-même un Alain Prévost pour quelqu'un d'autre, si vous avez cette personne dans votre vie dont vous surveillez les volets de loin parce que quelque chose ne ressemble pas à ses habitudes, faites confiance à ce que vous voyez. Notez les dates. Appelez. Sonnez. Il suffit parfois de dire « entre », il y a du café pour changer le cours de quelque chose. Je voudrais arrêter ici pour vous remercier. Vraiment. De la façon dont on remercie quelqu'un qui a fait quelque chose de concret pour vous, pas de cette politesse de fin de conversation qui ne dit rien. Vous avez écouté l'histoire D, une vieille femme de 78 ans qui a passé plusieurs jours dans sa cave à compter des bouteilles de vin et à refuser de signer des papiers. Vous avez eu la patience et la générosité de rester jusqu'ici. Et cette patience, ce N, est pas rien. Dans un monde où tout va vite et où les histoires qui durent sont de plus en plus rares, rester jusqu'à la fin d'une histoire longue et honnête, c'est un choix. Merci de l'avoir fait. Laissez-moi un J. M si quelque chose dans ce récit vous a appris quelque chose, ou vous a rappelé quelque chose que vous saviez déjà, mais aviez besoin d'entendre formuler autrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en portez. Un mot, une phrase, une histoire de votre propre vie, si vous voulez la partager. Je lis tout. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pas par devoir, par affection. Parce que parfois, les histoires des autres sont exactement le miroir dont on avait besoin sans le savoir. Abonnez-vous si ce N n'est pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Certaines sont légères, certaines sont difficiles, certaines sont les deux à la fois comme la vie, elle, est généralement. Mais elles sont toutes vraies dans ce sens-là qui compte. Elles parlent de gens réels, avec des vies réelles et des choix difficiles et des ressources qu'ils ne savaient pas avoir avant d'avoir besoin de les trouver. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est passé ce matin de février quand je suis remonté de la cave avec la bouteille de Pauillac. Elle avait posé sur le buffet du salon, à côté du grand vase en verre bleuté avec les tournesols. La lumière du matin entrait par les fenêtres bleu pâle du premier étage et tombait sur la table avec cette qualité horizontale et dorée que seul le matin de février produit, quand le soleil est encore bas et que tout est un peu en or et un peu en silence. La bouteille était là, dans cette lumière, avec son étiquette passée et ses 63 ans d'histoire intérieure. J'y avais regardé cette image un long moment. La bouteille de Lucien dans ma lumière à moi, dans ma maison, sur mon buffet, et j'y avais pensé que voilà ce que les choses qui durent finissent par être,
non pas les trophées D, une victoire, ou l'épreuve D, une survie, mais simplement des objets posés dans la lumière du matin, dans une maison qui est à vous, qui a toujours été à vous, qui sera à vous, tant que vous aurez la volonté tranquille de dire que c'est est la vérité. Parce que c'est et ça, en fin de compte, ce que J ait appris de tout cela. Non pas qu'il faut se méfier de ses enfants, non pas qu'il faut durcir son cœur ou rétrécir son amour pour le protéger. J ait appris que la dignité N n'est pas quelque chose qu'on perd subitement lors d'un grand événement dramatique. Elle s'érode graduellement, petite renonciation par petite renonciation, chaque fois qu'on laisse quelqu'un redéfinir qui on est, ce qu'on sait, ce qu'on vaut, ce dont on est capable. Et elle se reprend de la même façon, graduellement, chaque matin qu'on se lève dans sa propre maison, chaque décision qu'on prend pour soi-même et non pour satisfaire l'image que les autres ont de ce qu'on devrait être. La dignité, ce N n'est pas une armure. C est une habitude quotidienne. C est se souvenir, chaque jour, qu'on a une vie entière derrière soi et que cette vie entière compte. Que les cicatrices qu'on porte ne sont pas des preuves qu'on a perdues. Ce sont des preuves qu'on était là, qu'on a traversé, qu'on est encore là. À 78 ans, J ait encore des projets. Des petits, des quotidiens. Le jardin à remettre en ordre au printemps. Une fenêtre de la chambre D amie qui a besoin d'être repeinte dans ce bleu pâle que Lucien avait choisi. Un voyage à cordes sur ciel pour revoir la maison de mon enfance que je n'ai pas vue depuis trop longtemps. Une bouteille de gaillac dans la cave que Lucien avait étiquetée pour nos 40 ans de mariage, que nous ne avions jamais célébré parce qu'il était déjà malade à l'époque. Cette bouteille-là aussi attend son moment. Je ne la ferai pas attendre indéfiniment. La maison du neuf, rue de la Croix-Blanche, est à moi. Les fenêtres bleues pâles sont à moi. La petite cave au sol en carrelage rouge est à moi. Elle, escalier en bois. Les bouteilles rangées avec les étiquettes vers l'avant, la table et les 2 chaises, la vieille malle des décorations de Noël dans le coin, tout ça est à moi. Et moi, je suis toujours là. Je veux terminer par quelque chose que je dirais à N, importe quelle femme, à N, importe quel homme, de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans, qui se retrouve dans une situation où quelqu'un lui fait croire qu'il n'est plus assez lucide, assez fort, assez présent pour décider de sa propre vie. Je veux vous dire ceci directement. Votre âge est votre force, pas votre faiblesse. Chaque année que vous portez est une année de plus à comprendre comment les gens fonctionnent, comment les situations évoluent, comment distinguer ce qui est urgent de ce qui est seulement présenté comme urgent. Les années ne s'effacent pas. Elles s'accumulent. Elles sont là dans vos mains, dans vos décisions, dans cette façon que vous avez de sentir quand quelque chose ne va pas avant même de pouvoir, expliquer. Ne laissez jamais personne vous dire que cette expérience accumulée est un handicap. C'est votre patrimoine le plus précieux et le seul qu'on ne peut pas vous voler par des documents. Si quelque chose ne va pas autour de vous, si une personne que vous aimez change de comportement de façon inexpliquée, si votre propre instinct vous dit que quelque chose ne correspond pas à ce qu'on vous présente, faites confiance à cet instinct. Documentez ce que vous voyez. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, pas pour qu'il vous dise quoi penser, mais pour ne pas rester seul avec ce que vous savez. Et si vous avez besoin de aide, cherchez-la. Les institutions sont imparfaites et lentes et parfois décourageantes, mais elles existent, et les gens de bonne volonté y existent aussi. Comme ce brigadier chef Renaud qui a écouté une vieille femme mouillée avec une chemise en carton beige à 20 heures du soir et qui l'a cru. Pour finir, je voudrais vous demander une dernière chose. Dans les commentaires, laissez un seul mot. Le mot que cette histoire vous a donné. Un seul mot qui capture ce que vous emportez d'ici. Seuls ceux qui ont vraiment écouté jusqu'à la fin comprendront pourquoi le mot que J ai choisi pour cette histoire est « debout ». Parce que c'est et ça, ce que toute cette histoire signifie pour moi. Pas la victoire sur Solène. Pas la justice rendue par le tribunal d'Albi. Pas le vin bu seul dans le salon un soir de février. Juste ça, rester debout, se relever, descendre l'escalier librement, poser la bouteille dans la lumière du matin. Debout. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y en a une nouvelle chaque jour.
Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile en ce moment, quelqu'un dont vous sentez qu'il aurait besoin d'entendre qu'on peut traverser les choses difficiles sans se perdre. Dites-leur que cette vieille grand-mère D. Albi les attend ici avec ses histoires et son café. D. Où regardez-vous ce soir? Quelle ville? Quelle région? Quel pays? Il y a peut-être des gens à l'autre bout du monde qui écoutent ça en ce moment et qui ont besoin d'eux entendre que rester debout est possible. Dites-leur que vous êtes là vous aussi. Mettez-le dans les commentaires. Ça compte. Ça compte plus que vous ne le croyez. Du fond de cette vieille maison aux fenêtres bleu pâle, aux 9 rue de la Croix-Blanche à Albi, merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'être resté. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et il y a quelqu'un dans votre vie qui mérite un coup de téléphone ce soir, un voisin, un ami, une personne âgée dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment, appelez, sonnez, dites juste entre, il y a du café.